Je reçois tout le temps des critiques à propos du franglais, parce que les gens voient que ça comme de la prétention, alors que honnêtement, j'ai juste parlé 2 langues, c'est tout. Don't be jealous, oh my god, don't be. Moi, c'est Laetitia, et lui, c'est Brain. Il a 5570 abonnés à l'heure qu'il est. Brain, c'est une étoile montante, qui vient de loin et qui ira loin, en tout cas nous on y croit. À lui tout seul, il représente cette nouvelle génération qui débarque dans le game et qui s'excuse pas, qui a déjà tous les codes et qui déploie son image sur les réseaux sociaux comme un vrai pro. Unapologétique, comme l'album de Rihanna, mais bon ça c'est plutôt ma génération à moi. Attention, Brain il est pas né avec un téléphone dans la main. À un moment vous l'entendrez parler d'un centre. C'est parce qu'au moment où il est arrivé en Belgique, il vivait avec sa famille dans un centre de demandeurs d'asile. Réelle Vie, c'est le podcast qui interroge celles et ceux qui s'exposent tous les jours sur les réseaux sociaux et en font même parfois leur métier. Pour Brain, tout a commencé dans un village perdu dans les Ardennes. Une chambre, une guitare, une identité en construction, ça donne quelques années après cette bombe qu'on vous invite à découvrir, si ce n'est pas encore le cas. Brain, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va tranquille, et toi ? Très bien. Il y a du soleil, on est content. Super contente de t'avoir ici dans Réelle Vie. Un plaisir d'être là. Ça fait trop plaisir. Sur cette photo, c'est un selfie dans les toilettes où tu as un teint merveilleux. C'est quoi ton highlighter ? C'est quoi ton secret ? Bien vu. Je l'ai en fait la palette ici dans mon sac, mais je connais pas le nom. Je crois que c'est une ancienne palette de Make-up Revolution. Et là, je dois dire, c'est festounné parce que c'était en plein milieu d'examen et j'ai des grosses cernes dessus sur la photo normale. Mais le teint, c'est la même couleur. C'est les parents qui ont donné le teint. À propos d'examen, quand t'as dit que t'avais raté des cours sur Twitter, Bilal Hassani himself t'a répondu « Tu fais l'Olympia, sis, you'll be fine ». Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Comment t'en es arrivé à faire l'avant-première de Bilal Hassani à l'Olympia ? Donc j'ai fait sa première partie à l'Olympia grâce à Twitter, aux réseaux sociaux. En fait, j'ai commencé à être actif dessus en tant que music brain bien avant d'avoir sorti mes singles que je commence à sortir maintenant en fait. Et donc j'ai commencé à faire mon premier concert l'année passée, en février, et lui faisait l'Eurovision en même temps. Et je postais des vidéos sur Twitter, et j'ai, grâce à mes photos que je postais souvent, j'avais un petit following de gays de Paris en fait, qui eux aussi avaient le même following. Donc genre tout le monde en fait se suit, c'est un peu un petit cercle comme ça, où tout le monde suit Bilal, parce que c'est un peu une représentation pour beaucoup de personnes dans la communauté gay. Et donc, beaucoup de ces personnes aussi me suivent parce que ils me trouvent beau. Et donc, j'ai commencé à faire des photos et poster mes photos de concert, et lui poster ses vidéos de concert à l'Eurovision. Et puis après, il a commencé à faire une tournée. Et donc, quand il a annoncé sa tournée, les gens ont directement dit « Ah ouais, mais ça serait cool que Brain fasse la première partie de Bilal Hassani ». Et j'étais en mode genre, pas mal l'idée. Du coup, j'ai fait un tweet « Yo, Bilal Hassani, est-ce que je peux faire ta première partie à l'Olympia ? Ce serait cool. » Et ça a eu plus de 300 retweets. Et Bilal s'est retrouvé dans mes DM, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Yo, je vois ton nom partout, mais elle est où la musique exactement ?» Et du coup, je lui ai envoyé un lien vers mon EP, et puis l'histoire a commencé comme ça. C'est trop une belle histoire. Vraiment, vraiment. Il a été là du début jusqu'à la fin. Il est toujours là maintenant pour m'encourager, donc c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc tu as répondu à Bilal « This is what gays deserve », donc c'est ce que les gays méritent, donc une manière de s'entraider entre personnes gays. Est-ce que c'est dur de prendre sa place quand on est gay et racisé ? Oui, je pense que c'est toujours dur parce que, en plus, je fais de la pop et il y a toujours ces problèmes qui viennent du racisme dans de l'industrie musicale, où on va automatiquement assumer que je fais pas de la pop, ou alors on va me dire que je fais de la pop urbaine parce que je suis noir, alors que, I don't know what that means. On part du principe que tu fais ce genre de musique avant même d'avoir entendu ce que je fais. Et du coup, je dois toujours un peu prouver ce que je vaux en tant qu'artiste pop. Et puis après, les gens apprennent que je fais de la musique à propos de mecs, c'est un peu tendu à l'idée. Mais faut pas en fait fermer la porte parce que je suis gay ou noir. Et du coup, c'est pour ça que, en général, la porte est toujours fermée et il faut toujours un peu se démener et la défoncer. Et c'est pour ça que s'entraider, c'est important. Parce qu'on sait que c'est dur.
C'est un peu le mot d'ordre, c'est de se dire qu'on n'a pas à s'excuser d'être qui on est aussi, en général. Ouais, exactement. Et il y a cette photo de toi que je trouve qui illustre super bien ce propos, où tu poses à la plage avec tes potes, là. Vous êtes magnifiques. Franchement, on dirait des mannequins. Vous avez cette terre un petit peu... Ah, elle est mannequin. Shout-out, Eliora, je t'aime. Il n'y a pas de secret, d'accord. Donc, ça veut dire que moi, je ne pourrais pas avoir cette photo, j'ai compris. Elle est géolocalisée à Miami Beach, mais c'était où en vrai ? C'était à Ostende. C'était un des jours les plus... C'était pendant la canicule. Et on se disait qu'il fallait quand même qu'on profite parce que c'était vraiment chaud. Donc on s'est tous dit, allez, allons à Miami. C'est un groupe de potes où on est tous super ambitieux. On pense que genre... On arrivera dans quelques années, on sera à Miami Beach. Donc on dit, bon, allons à Miami Beach. Bon, c'est pas vraiment Miami, mais c'est au stand. Et du coup, on délirait là-dessus et on a tous les deux posté cette photo. Nos stories, c'était clairement au stand. Mais du coup, on a juste mis ça pour délirer. Mais il y a des gens qui ont vraiment demandé si on était à Miami. Et j'ai dû un peu expliquer la blague, mais... Dans les coulisses, quand tu connais vraiment... Ouais, quand on connaît vraiment ça. C'est un peu moins glamour, mais... Mais vous êtes quand même très beau sur la photo. C'est le plus important, je pense. Tes toutes premières photos, sur ton Instagram, elles datent de 2013. Ouais. Notamment, il y a cette photo de toi. Donc, tu es avec un groupe. J'imagine que c'est des gens de ton école. Ouais, c'était mon école de secondaire. Donc, c'est une photo de groupe. Toi, tu portes une petite chemise bleu-blanche, tes petites lunettes. T'as quel âge sur cette photo ? Attends, c'est en quelle année ? 2014. Donc, je dois avoir 14 ou 15 ans. Mais... Yikes. Je pensais trop déchirer avec cette chemise alors qu'elle est trop... J'aime tellement pas cette chemise alors que je pensais que c'était trop frais. Mais maintenant, regardant en arrière, c'était pas trop ça. Sur cette photo-ci, t'es accroupi, une main par terre. Dans l'autre, t'as une bière, il y a une pote à toi qui est appuyée sur ton épaule. Et alors là, légende, ça dit encore une autre pose de fille pour faire parler les garçons de la campagne. Alors, c'est quoi une pose de fille et c'est qui les garçons de la campagne ? Alors, sur cette photo, je commençais déjà un peu plus à m'affirmer grâce aux réseaux sociaux. Et je commençais un peu à me détacher un peu du regard des garçons de la campagne. Les garçons de la campagne, c'est un peu le cliché. Ça représente la masculinité traditionnelle, celle qui est un peu toxique, comme on aime beaucoup dire, celle qui est misogyne, quoi. C'est cette masculinité-là. Et d'ailleurs, je dis une pose de fille, mais bon, c'est pas une pose de fille, techniquement. Enfin, genre, maintenant que je suis plus âgé et que je comprends plus, c'est pas une pose de fille, c'est juste une pose. Mais juste qu'on associait beaucoup ce genre de pose aux influenceuses qui faisaient ce genre de pose. Et du coup, on a posé là. C'était une super bonne soirée, d'ailleurs. Et je savais que, genre, il y avait plein de gens. En fait, j'ai su que beaucoup de personnes regardaient mon Instagram, mon groupe, et critiquaient un peu mes photos. Et quand j'ai su ça, j'étais un peu énervé. J'ai dit quoi, pourquoi et tout. Enfin, au moins abonnez-vous si vous voulez rager, abonnez-vous comme ça. Voilà. Et du coup, quand j'ai posté cette photo, je pense à ces garçons, ces charmants garçons qui en soi, je pense qu'ils se rendaient pas compte, me faisaient beaucoup de mal. Et donc j'ai posté un peu cette photo et j'ai mis ce texte-là pour un peu dire que, ok, je sais ce qui se passe, mais c'est pas pour ça que je vais laisser ça m'atteindre. Même si clairement ça m'atteignait, mais c'est un peu, faut montrer qu'on est fort dans la vie, même si on subit beaucoup. Et clairement, c'est toujours mon mécanisme de défense face à l'harcèlement, c'est rigoler, c'est faire de l'humour, dire ok, tu penses ça de moi, et alors ? Et donc ça a commencé à ce moment-là, et c'est toujours qui je suis maintenant, mais c'est important de se rapproprier ce genre de choses. Et ça représentait quoi, Internet, au moment où tu vivais au centre, en fait ? Est-ce que tu y avais facilement accès ? Non, pas forcément. C'était un peu... on avait un truc qu'on appelle le cybercafé. Donc, c'était une pièce où il y avait Internet. Mais en fait, c'était collé aux locaux d'administration où les gens travaillaient. Et donc, il y avait une pièce qui restait ouverte pour nous. Donc, on était tous assis dans une pièce. On était tellement nombreux que l'Internet était super lent. Il y avait des gens assis par terre parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, c'était pas facilement accessible. Et ça, c'est en quelle année, plus ou moins ? C'était... donc, j'ai vécu là de 2013 à plus ou moins la fin de Marieto, donc 2016, je pense. Donc, c'était pendant cette période-là. Et donc, c'était pas forcément accessible. Donc, j'étais pas très actif sur les réseaux sociaux. Mais
Vous avez beaucoup de temps pour penser. J'étais beaucoup plus créatif à ce moment-là. D'ailleurs, parce que j'ai lu un truc super intéressant sur le fait qu'on est beaucoup plus créatif quand on est plus jeune parce qu'on a beaucoup de temps pour ne rien faire. Et quand on a rien à faire, je trouve des choses à faire et du coup, on réfléchit. Et il n'y avait pas Internet, j'avais juste ma musique et une guitare que mon père m'avait offert parce qu'il trouvait ça cool que je suis intéressé par la musique et il m'a offert une guitare alors qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc j'avais juste ma musique, ma petite guitare et rien à faire. Beaucoup de temps. On rentrait de l'école, il n'y avait rien à faire. On était littéralement dans une pièce, dans une chambre, rien à faire. Et alors maintenant, et du coup, il y a les réseaux sociaux et c'est traître parce qu'en fait, il y a un algorithme qui te regarde derrière, qui te dit est-ce que tu as posté ? Parce qu'au final, même si j'adore les réseaux sociaux parce que c'est super important pour une communauté de construire une communauté sur les réseaux sociaux, c'est important quand on fait de la musique et quand on a besoin de toucher des personnes dans son métier. Sauf qu'après, on n'a pas beaucoup de liberté dans le sens où si je décide de pas poster pendant une semaine, quand je vais revenir sur les réseaux sociaux, l'algorithme ne va pas me montrer mes tweets, par exemple, ni mes photos. Donc, il faut tout le temps être constant, même si tu n'as rien à dire, juste dire des choses. Et donc, je me retrouve coincé sur mon téléphone à toujours parler avec les gens et tout. Mais j'aime beaucoup les artistes qui sont un peu mystérieux. Comme mon artiste préféré, c'est Lorde. J'aime beaucoup Frank Ocean aussi. Et donc, c'est des artistes qui elles font leur partie, elles sortent un album, elles sont présentes pendant ces personnes-là sont présentes pendant la sortie de l'album. Après, ils suppriment tout et ils partent, ils disparaissent. Et du coup, ça crée un petit mystère. Et du coup, on a un peu hâte de savoir ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et comme on est au courant de rien, c'est encore plus intéressant de découvrir un peu cette musique qui un peu raconte l'absence qu'il n'a pas pu assister. Après, c'est complètement une technique de communication aussi, de créer un vide. Exactement, mais aussi c'est une technique de communication qu'on peut pas tous se permettre de faire. Exact. Il y a une équipe derrière Lorde, par exemple. Oui, je suis sûr, mais aussi, elle est connue. Donc c'est un truc où ça build up. Quand j'aurais plus besoin de ça pour réussir, je ne me sentirais pas aussi attaché à mon téléphone, je pense. Il y a aussi cette photo de toi qui est assez récente sur ton profil. C'est 2 photos assez simples, donc c'est des portraits. Sur la première, tu as plutôt une expression neutre et sur la deuxième, tu souris. Voilà. Et c'est ta mère qui a pris les photos ? Yes, ouais, vraiment. Est-ce que c'est une collab qui arrive souvent Non, c'est la première fois que ma mère me prenait en photo, ce jour-là. Et c'est un truc que je n'aurais pas pu demander il y a 2 ans. Le fait de se prendre en photo en public. Je faisais beaucoup attention à ce que pensaient les gens et au regard des inconnus. Jusqu'à ce qu'un jour, mon téléphone, j'avais un très vieux téléphone, il était cassé. Et du coup, l'appareil photo de devant, donc le mode selfie, ne fonctionnait pas. Donc il fallait prendre des photos en retournant le téléphone. Et je me suis rendu compte juste que les gens regardent 2 secondes, puis passent. Parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a des choses à faire, tout le monde a autre chose de mieux à faire que juste s'arrêter et te fixer. J'ai appris que pour vivre, il fallait pas que je m'arrête à ce genre de regard et de pression extérieure. Et c'est pour ça que maintenant, I don't care. Et la deuxième photo, c'est parce que la première photo, je souris pas. Et la deuxième photo, je souris. C'est parce qu'elle me faisait rire. Et j'ai pas beaucoup de photos où je souris sur mon Instagram parce que je suis pas très fan de mon sourire. Mais cette photo, je sais pas, elle me fait penser à ma mère. Du coup, elle a une histoire aussi. Elle a une histoire aussi. Et du coup, je l'ai postée parce que, ça donne un peu une autre dimension que le brain qui fixe un peu la caméra, comme si rien n'allait. Brain, merci beaucoup d'être passé dans Réelle Vie. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite. C'est quoi le programme ? Le programme, un EP, un projet, plusieurs singles. Et du coup, merci pour toutes les bonnes vibes. On a hâte de t'entendre chanter encore. Merci. Réelle Vie est un podcast de la RTBF, créé et réalisé par Laetitia Finizio, Elisabeth Meur-Poniris et Héloïse Rouard. Il est produit par CLNK et la musique est signée Jonathan Manzito. Tous les épisodes de Réelle Vie sont disponibles sur Ovio et sur les applis de podcast. Bye.